Merci beaucoup. Donc voilà, si vous souhaitez réagir, la parole est à vous. Dans le milieu de la réduction des risques, on s'est un petit peu affronté à d'autres gens qui disent qu'ils font de la réduction des risques et qui nous disent et qui nous bassinent depuis des années en disant qu'on peut faire de la RDR sans modifier la loi, à preuve tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'effectivement, tout le dispositif français s'est développé au sein de la loi, et d'aucuns ont montré comme une victoire la loi d'orientation de santé publique de 2004 qui institutionnalise la RDR. Et on disait, ouais, mais bon, nous, on vit sur des décrets, des circulaires. Et on disait un peu comme ça, mais on peut être balayé par la loi. Et on le disait en même temps, enfin je le dis, ça m'est venu en écoutant Olivier, on le disait sans trop le croire, parce qu'on disait que la force de notre militantisme, ça allait pas le faire, quoi. On avait plié le truc d'un côté et ça allait pas... Bon, alors... Hein? Oui, alors, voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est une espèce de coup de tonnerre, donc moi ça me laisse un tout petit peu perplexe. En même temps, je suis une vieille militante et on en a quand même vu un certain nombre de vraies conneries comme ça qui ressemblaient à des choses abominables. Et puis, alors, je ne connais pas du tout le fonctionnement du Conseil d'État. Enfin, j'ai regardé dans Wikipédia ce matin pour me mettre un peu à jour, mais je ne sais pas très bien. Si c'est comme le dit Olivier, un institutionnel un peu zélé, est-ce qu'il peut se faire taper sur les doigts, que ça soit demain un peu amaudit, etc. On a vu des histoires abracadabrantes avec des juges d'instruction venant saisir des dossiers dans des centres méthadone pour traquer des trafiquants ou Dieu sait quelle connerie comme ça, où on s'est dit ça y est, tout tombe à l'eau, puis après les gens se font remonter des bretelles parce qu'il y a quand même quelque chose derrière d'une volonté politique. Donc effectivement, sur le fond, ça nous conforte dans l'idée que tu as dit, c'est que la loi est rien d'autre, c'est bien de faire des salles de conso, c'est bien de faire tout ce qu'on veut, mais tant que les gens avec lesquels on travaille sont des délinquants dans la loi, à mon avis, on n'avance pas. Maintenant, il est peut-être quand même possible d'imaginer que... parce que la loi, elle ne va pas changer tout de suite, quoi. Donc il faut quand même qu'on continue d'avancer. Mais c'est vrai que ça nous fait un sale coup, parce que ça montre bien que, quelle que soit la qualité des programmes qu'on met en place, prouvés par la science, expérimentés partout ailleurs, ça n'a aucune espèce de valeur. La loi 70 a été faite à un moment où on ne savait pas ce que c'était que le sida, où on ne savait pas ce que c'était que la dopamine, où on ne savait rien sur le circuit de la récompense et des conneries, et néanmoins, c'est encore elle qui s'applique aujourd'hui, malgré 45 ans d'avancée de la science et des trucs comme ça. Donc c'est vrai qu'il faut quand même qu'on avance avec des vrais arguments comme ça qui montrent aux gens dans quel paradoxe on est, quoi. Monsieur derrière. Derrière, Derrière, il y avait un monsieur là. Oui. Bonjour. J'ai pas de questions, mais c'est juste une petite réaction face à l'intervention de Monsieur Olivier. Je viens d'une autre réalité tout à fait différente qui fait que le fait de consommer, c'est pas une recherche de plaisir, c'est pas un choix réfléchi, mais plutôt c'est un contexte là où la consommation de drogue, c'est un trait d'exclusion. C'est l'aboutissement même d'une condition de vie d'extrême et de marge. Donc, ce qui fait que repenser un petit peu le contenu et la finalité de la prise en charge des usagers de drogue revient ou s'aligne plutôt avec une logique de développement humain, ce qui fait que même cette prise en charge est plus ou moins elle est repensée d'une manière assez globale, c'est-à-dire elle est repensée dans une tentative, dans une initiative de reconstruction de projets de vie, projets plutôt de société. Donc, dans ce cadrage-là, la RDR, je pense qu'il est une approche d'intervention qui se conçoit dans la réalité, là où je vis, en deux temps. Le premier temps, face à ce désengagement de l'État, face à son absence totale,
il est nécessaire, il est obligatoire de faciliter l'accès aux soins pour l'usager. Sinon, parfois, il faut créer même ce service. Et un deuxième temps, c'est l'accompagnement et en même temps un empowerment des usagers de drogue pour récupérer une citoyenneté réelle et active. C'est ça, cette réalité, là où je vis, au Maroc, à Tanger. Merci. Merci. Bonjour, je suis Annie Hualde, je suis bénévole à Bayonne, à Médecins du Monde. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de positif dans ce qui est arrivé hier soir. C'est qu'en fait, ces 300 riverains qui ont porté ça avec des avocats devant le Conseil d'État, ils sont rentrés dans une faille. Et je pense qu'après une discussion à l'Assemblée nationale, une nouvelle loi où Médecins du Monde aura intérêt à montrer ses statistiques, à montrer quelque chose de très puissant, eh bien, il n'y aura plus de faille possible et les riverains ne pourront plus jamais faire la même chose parce qu'il n'y aura plus de porte d'entrée pour contester. Et d'un mal vient un bien, je pense, et c'est une façon d'être un peu plus optimiste. Je pense qu'il y a une reculade pour mieux sauter. Ça fait plein d'acteurs qui disent ça, que ça fait des années qu'ils disent ça, on ne bouge pas parce qu'on peut voir pire. C'est la peur du pire. D'autres interventions, réactions? Je pense que pour la politique de la RDR, c'est vrai qu'on a besoin de Médecins du Monde, mais je pense que toutes les associations qui portent les CAREUD et l'EXAPA, qui travaillent dans la dictologie, ont aussi leur rôle. Après, il faudrait voir effectivement sur quel support on peut soutenir à nouveau le texte de mener effectivement l'ouverture des salles de consommation à moindre risque, mais pour tout type de consommateurs. Mais je parlerai juste simplement de la loi du 11 février 2005 qui permet, en 2007 pardon, qui justifie en fait l'accès au droit pour tous et l'accès au droit sans discrimination. Donc peut-être qu'il faudrait se recentrer sur les lois existantes. Je parlerai aussi tout simplement du plan de la psychiatrie qui a été qui date sur le plan 2011 et 2015, si je ne me trompe pas, plan de la psychiatrie de la santé mentale. On sait qu'on a de nombreuses personnes toxicomanes qui cumulent aussi les comorbidités psychiatriques et qui ont des difficultés à accéder aux soins. Donc peut-être repenser en tout cas sur le plan législatif, porter d'autres lois qui pourraient davantage soutenir l'accès, le droit aux différents dispositifs. Et du coup, peut-être qu'il y aura peut-être moins de failles, mais on sera plus béton sur le cadre législatif. Je ne sais pas, c'est juste une idée. En tout cas, nous, en ce qui concerne sur le plan de nos actions de façon journalière, c'est vrai qu'on a tendance, alors après, je ne sais pas si c'est une tendance, mais quand on est face à parce que face à nos toxicomanes, on est face à des représentations, donc c'est la peur que ça génère, c'est la discrimination que ça génère aussi des gènes dans la société, et c'est vrai que souvent, nous, on est amenés à porter auprès de l'ARS, auprès de nos tutelles, ce qui se passe bien et ce qui ne se passe pas bien non plus. Donc, est-ce qu'il faut qu'un engagement soit plus fort? Est-ce qu'il faut qu'on essaye d'écrire des livres noirs? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut que l'engagement soit plus pertinent, plus fort? Je ne sais pas, mais peut-être que ça remet en cause un petit peu notre façon de se positionner. Mais pas seulement que pour les injecteurs, je dirais pour toutes les personnes consommatrices. Marie? Alors justement, ça tombe à point nommé. Il se trouve qu'effectivement, dans l'actualité, l'annonce du Conseil d'État, il se trouve que dans quelques jours, le mardi 22 octobre, il va y avoir une réunion publique extrêmement importante et qui, pour le coup, là, ça rassemble vraiment tous les acteurs et pas uniquement les acteurs des CAREUD, d'EXAPA. Et l'idée, c'est vraiment de mobiliser la société civile française et quelles que soient les associations qui ont un lien avec cette question-là, sur la nécessité de sortir de la guerre à la drogue et donc du système de prohibition. Et c'est quand même incroyable de voir que la France, aujourd'hui, est un des seuls pays qui ne réagit pas à ces questions à un niveau international. Donc il y a la Global
Commission on Drug Policy qui a maintenant été mise en place en 2010, qui a sorti son 3e rapport, et donc là c'est la diffusion du rapport, de la traduction française du dernier rapport sur les effets néfastes de la guerre à la drogue, notamment sur l'épidémie d'hépatite C. Et donc la France ne réagit pas. Il est à savoir, et sans doute que ce n'est pas assez connu en France, et à travers cette réunion publique, on tient à le faire savoir. En 2016, les Nations Unies vont se rassembler et avoir une réunion spécifique sur la thématique de la politique des drogues. Et on peut espérer, en tout cas il y a de plus en plus de pays qui le pensent, qu'on pourra changer la politique des drogues à un niveau international. Il faut que la France participe également à ce mouvement, et pour l'instant, elle en est totalement absente. Donc là, voilà, aujourd'hui, c'est l'occasion de se mobiliser. Il se trouve que ça tombe en plein dans effectivement la mise en place de cette salle de consommation et des difficultés auxquelles elle fait face. Mais la France n'est pas seule, il y a un mouvement global, et il faut absolument rejoindre ce mouvement, et c'est ainsi qu'on pourra faire changer les choses en France, et c'est pas juste seulement un niveau de la France. Alors en plus, nous, alors ça, là je parle en tant que présidente de l'Association française de réduction des risques, AFR, moi je suis convaincue qu'effectivement ce n'est pas une question uniquement médicale, c'est une question de société, c'est une question culturelle. La question va bien au-delà de la question effectivement d'ordre médical. Elle touche effectivement, c'est comment on vit avec les drogues dans notre société, comment on vit avec cette consommation de produits qui finalement a toujours existé, et il faut apprendre à faire avec et arrêter de lutter contre, à chaque fois lutter contre, la MILT lutte contre. Il ne faut pas lutter, il faut apprendre à vivre avec. Et comment on fait? Et ça pose aussi ces questions de trafic, effectivement, dans les cités. Alors, c'est effectivement des questions très larges, parce que si on touche à la question des trafics, on touche aussi à la question des quartiers, finalement. Donc, ce n'est effectivement pas si simple, mais en tout cas, il faut oser remettre en cause le système actuel qui ne fonctionne pas et qui n'a que des effets pervers. Donc, voilà, je vous invite tous. Donc, ici, on a des petits flyers qui présentent cette journée. C'est interassociatif. Donc là, il y a ASUD, donc la Global Commission on Drug Policy, AFR, Médecins du Monde, la Fédération Addiction, le GREA. Mais il y a aussi toutes les autres associations, AID, SOS Hépatite, j'en oublie sûrement et je m'en excuse d'avance. En tout cas, c'est vraiment un événement interassociatif, on tient, et je vous invite tous à venir. Et en plus, ça sera rediffusé en direct, parce que ça a lieu à Paris, donc ça s'est décidé tardivement la date, donc le 22 octobre. Mais pour ceux qui ne pourraient pas venir à Paris à 20h30, ça sera diffusé en direct sur les sites internet des associations. Donc vous tapez le nom des associations qui sont ici, normalement vous aurez l'information, et ça sera enregistré, donc rediffusé après. Voilà. Ah, monsieur. Ou les cœurs. Oui, enfin bon, très bien, tout ce qui vient d'être dit, j'applaudis. Sur le pessimisme, je crois aussi, je rejoins ce qui vient d'être dit devant moi, c'est aussi nous, à chacun de notre niveau, moi dans le fin fond du Jura, d'autres ailleurs, de faire avancer le schmilblick. Je crois, j'y étais pas, mais j'ai eu des échos sur une des réunions à la mairie de Paris, sur l'information sur la future salle de consommation. Il a été opposé la question, vous avez qu'à aussi donner du chocolat à des obèses, et puis même une serviette pour s'essuyer les lèvres. Là-dessus, on a repris avec un des médecins de notre équipe qui lui travaille justement dans le XAPA, mais aussi dans une structure qui s'appelle La Beline, qui est à Salins-les-Bains dans le Jura, sur une structure pour justement les personnes étant en surpoids. Et il a repris en disant, bah oui, justement, sur ces structures-là, quand ils arrivent, on travaille avec eux sur le chocolat. On fait des masques au chocolat, on travaille sur une barre de chocolat. Comment on peut peut-être différer, de pas toute la manger d'un coup, de peut-être voilà. Donc tout ça pour dire que continuer dans les réseaux nationaux, les débats, ainsi de suite. Mais continuons nous aussi à la place où on est de faire avancer. Je crois que la sociologue l'a bien montré tout à l'heure, d'essayer de faire avancer, c'est compliqué, les représentations de nos concitoyens sur cette idée que, bah oui, nous sommes tous des usagers de drogue ou de produits et que peut-être nous avons tous quelque chose à dire dans ce débat-là. Je
Oui, parce que sinon, ce ne sera pas enregistré, je pense. Je signe des deux mains et depuis des années, je lutte contre cette loi de 70. N'empêche que la réalité, et ça a été dit, elle ne va pas changer du jour au lendemain. Il faut, voilà. Donc travaillons aussi effectivement, à la modification de cette loi qui nous empêche de travailler, mais aussi à notre niveau, à tout ce qu'on peut pour faire avancer la réflexion autour de cette question de la consommation, en général, celle du chocolat, de l'héroïne et d'autres choses. Oui, tu as raison, ça n'a pas changé du jour au lendemain. Il y a quand même une nouveauté. Et ça fait quoi ce que disait Marie? Je vais juste le développer un petit peu tout à l'heure, à travers non seulement la Global Commission, mais surtout l'agenda international, puisqu'en fait, ces molécules qui nous sont interdites, ça ne vient pas d'ailleurs de la France, hein, vous le savez tous, l'origine de cette norme internationale, bon voilà, depuis un siècle, et on est sur ces 3 conventions. Il y a quand même un phénomène qui est assez nouveau depuis 3-4 ans, le monde bouge. Et on a l'impression d'ailleurs, vu de la France, qu'on est toujours en période d'hibernation, alors qu'il y a un réchauffement climatique phénoménal sur la politique des drogues, partout ailleurs, je pense à l'Amérique latine, l'Amérique centrale, mais pas que. Et nous, on a l'impression qu'on est toujours un peu frigorifié. Là où il y a une fenêtre de tir, et c'est là qu'il ne faut pas la louper, et au-delà effectivement de nos propres convictions, parce que globalement on les partage toutes autour de cette salle, on les traduit différemment dans nos engagements, mais le creuset est le même. C'est de ne pas se louper, et y compris quand on est dans le Jura, en Guyane, moi en Bourgogne, ou je ne sais pas où, avec nos élus locaux, nos machins, nos bidules, parce qu'il va y avoir en juin 2016 une session spéciale de l'Assemblée générale des Nations Unies qui sera consacrée, comme tous les 10 ans à peu près, à la politique internationale des drogues. La grosse différence, c'est que cette année, il y a des États qui arrivent en disant on la change. Certains l'ont déjà fait dans leur loi. Et là, on a une fenêtre de tir historique qui ne s'est jamais présentée depuis un siècle, et plus particulièrement depuis 50 ans. Depuis, on a fêté le cinquantenaire là, des conventions de Vienne. Et celui-là, il ne faut pas le louper. Et ce que disait Marie, et je vais me permettre de développer un peu plus, c'est que ce débat, il est totalement absent en France. Et on reste parce qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, ça fait pour certains d'entre nous voilà, des années, des dizaines d'années qu'on se bat là-dessus. Et puis on se dit, bah ouais, ça change pas. Béatrice vous dit, puis peut-être que même à la limite, on prend le risque d'avoir une loi qui est encore plus dure. Et effectivement, quand on voit les déclarations sur les Roms en ce moment, on peut avoir peur d'un virage. Tu faisais écho à ça tout à l'heure à travers ton intervention aussi. N'oublions pas qu'aujourd'hui, on a cette fenêtre de tir et que c'est peut-être à nous, acteurs de la société civile, dans nos coins, d'outiller la France, le journaliste local, l'élu local. Et là, on a une vraie responsabilité et là, on pourra la changer. Évidemment, ce n'est pas nous qui allons changer directement cette loi, mais si on arrive à raccrocher les wagons du monde à la France et non pas de s'adresser directement aux décideurs publics français, parce qu'on a bien vu que ça ne marchait pas, sinon ça se saurait. On a tous fait du boulot depuis en particulier une vingtaine d'années pour montrer que c'était efficace. L'INSERM l'a montré. Enfin, je veux dire, c'est pas à Marie qu'on va apprendre qu'il y a plein de publications scientifiques en France et ailleurs. Et ça se saurait si, comme le disait très bien Michel Kazatchkine il y a quelque temps d'ailleurs, la dernière fois qu'il est venu intervenir en France au mois de décembre 2012, si la science avait permis de changer le monde, on serait dans un monde meilleur aujourd'hui. Ça n'a pas marché, donc il faut bien passer à autre chose. Donc ne loupons pas collectivement ce coche de juin 2016. C'est dans 3 ans. C'est dans 3 ans. C'est rapide, 3 ans. Et là, on peut tous s'y mettre, chacun dans nos coins. Je pense que le message, il est aussi là, le message d'espoir, en l'occurrence. Tout à fait. D'autres réactions? Non. Ça aggrave les choses. Oui. Oui. Bonjour. Je voudrais savoir si le programme Early, vous avez un interlocuteur à la DGS et si vos travaux, votre expérience, vous les relatez, s'il y a des échanges avec le ministère de la Santé. Alors tout à fait, toutes les instances sont au courant de cette expérience qui se fait en partenariat également avec AIDE. Il y a d'ailleurs un projet de recherche qui a été mené donc qui a été préparé avec l'INSERM, donc AIDE Médecins du Monde, l'INSERM de Marseille, qui a été financé par l'ANRS, Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites, dont l'étude est finie. En fait, on est en cours d'exploitation des données. Donc normalement, les résultats devront sortir au 2e semestre 2014.
On travaille à ce qu'on puisse continuer à étudier cette approche, et notamment d'un point de vue qualitatif, puisque là c'était plus une approche quantitative. Et par ailleurs, effectivement, donc, comme je vous l'ai dit, toutes les instances sont au courant. Il y a eu des négociations qui avaient été faites avec la Direction générale de la santé. Il est à noter qu'à part donc ce financement de la recherche, les projets en soi menés par Aide et Médecins du Monde ne sont absolument pas financés, et personne n'a osé donner d'argent à l'une ou l'autre des associations pour le mener. Par ailleurs, donc, je vous invite, effectivement, on développe des outils de communication, comme vous avez pu peut-être le voir avec l'exposition de photos Earlissime, qui est dans l'espace des stands. Et donc, on va diffuser le portfolio, donc, qui rassemble toutes les photos de cette expérience, avec des témoignages. Donc, il y a quelques usagers qui ont pu participer, pas assez à notre goût. Du coup, ce sont principalement des acteurs, mais qui permettent aussi d'expliquer un peu notre démarche, qui est difficile à faire peut-être comprendre et qui paraît un peu absurde, enfin pas absurde mais abstraite, pardon, excusez-moi, mais elle est loin d'être absurde justement. Et j'aimerais bien qu'effectivement on puisse continuer avec davantage un même type de projet, mais vraiment uniquement avec les usagers du programme. Donc voilà, donc on est en train de voir ce qu'on peut faire, sachant que comme je vous l'ai dit, voilà, on n'a pas de moyens financiers, c'est uniquement les fonds propres de Médecins du Monde en ce qui nous concerne qui nous permettent de faire ces projets, quoi. D'autres questions? Donc, oui. J'aimerais juste, j'ai oublié le nom de votre expérience sur Bordeaux par rapport aux Bulgares. J'aimerais un petit peu en savoir plus parce que ça m'intéresse dans la mesure où le problème d'immigration, nous on est largement concernés, en Guyane également, puisqu'on est frontalier avec le Brésil, le Guyana, le Suriname. Et je voulais savoir du coup quels sont les ponts que vous arrivez à construire aussi bien avec la police, la gendarmerie, l'hôpital. Enfin, est-ce qu'il y a des actions qui sont pensées? Parce qu'à un moment donné, si on n'arrive pas à travailler ensemble, c'est très compliqué. C'est très compliqué, de fait. Alors, il se trouve qu'à Bordeaux, il y a une immigration bulgare assez importante. Il y a 800 personnes d'origine bulgare qui vivent dans la ville et la Cube. Et parmi ces personnes, il y a des usagers de drogue. Et nous, on en a en file active. Alors, file active, c'est des gens vraiment pris en charge entre 50 et 60 en permanence. Ce n'est pas toujours continu au fil des années, hein. Alors, c'est très compliqué de travailler la réduction des risques avec cette population, comme je l'ai dit brièvement tout à l'heure, parce que on ne peut pas se contenter, si on veut, de ce qu'on fait habituellement avec les autres personnes, parce que le contexte social de précarité est extrêmement violent. Il y a un contexte policier, ils sont expulsés à tour de bras. Je ne sais pas si dans la presse nationale il y a eu écho de ce qui s'était passé à Bordeaux. Dans l'été, il y a eu 500 personnes expulsées à Bordeaux, 500 Bulgares. C'est comme ça. Alors évidemment, ils ne partent pas, ils ne retournent pas en Bulgarie, où il y en a quelques-uns qui retournent et qui reviennent. Alors ils s'éloignent de plus en plus dans l'agglomération, sur des espèces de franges urbaines, dans des marges, comme dirait Olivier, y compris s'installent dans des sites qui sont classés Seveso, où ils vivent dans des conditions épouvantables. De toute façon, ils se font réexpulser très rapidement. Et nous, on doit essayer de faire la réduction des risques avec ces gens qui s'injectent parce que c'est comme ça, et qui ne parlent pas notre langue, qui ont d'autres représentations de la maladie, de la santé, de la contamination aussi, parce qu'il y a des rumeurs qui courent chez eux sur la façon dont on se contamine. Et nos outils à nous, nos outils, l'échange de seringues, etc., on va dire, ne fonctionnent pas. Je dis qu'ils ne fonctionnent pas parce qu'ils viennent, ils sont très présents, physiquement très présents dans nos services, mais comme on fait aussi des TROD, on a un fibroscan et on fait des mises sous traitement hépatite, on constate des séroconversions, alors quand bien même que ces personnes viennent, pour la plupart, quotidiennement. C'est donc qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que je disais qu'on se retrouve en but, parce que quand même la réduction des risques, on sait à peu près faire, et depuis très longtemps, et ça marche, hein, les statistiques le prouvent.
Et donc, on s'est beaucoup interrogé sur les raisons pour lesquelles c'était si compliqué avec cette population-là. Alors, il y a probablement des raisons anthropologiques, mais je pense qu'il y a des raisons aussi. Alors, on discute beaucoup avec. Alors, on a fait venir un service d'anthropologie, on a des traducteurs, des interprètes à disposition. On travaille en squat, parce qu'ils viennent chez nous, mais on va sur site en squat, mais c'est très compliqué, parce que il faut trouver les squats, ils sont très nombreux, c'est des squats où il y a beaucoup de passages, alors il y a des gens qui dorment, il y a des gens qui viennent juste la journée pour s'injecter, c'est extrêmement clandestin, il se trouve que comme ils sont fréquemment expulsés, parfois il y a des rumeurs concourues que quand l'équipe de réduction des risques venait, ils se retrouvaient expulsés en suivant, c'est juste que quand c'était connu, en général, ils se font expulser, et c'est pas du tout dû à notre fête. Et alors on s'est beaucoup interrogé sur ce qu'on pouvait faire, mettre en place. On a essayé de faire de l'éducation des risques liés à l'injection. Alors c'est pas du tout le programme EARLY tel que le présente Marie, mais stricto sensu de l'éducation des risques liés à l'injection sur site, dans leurs conditions de vie, sans eau, sans électricité, voir comment eux s'injecter, parce qu'ils peuvent accepter au bout d'un moment de le faire devant nous et de travailler la question avec eux pour essayer d'améliorer les choses, mais ils se font expulser le mois suivant, donc tout le lien est à refaire, recommencer, et de toute façon, c'est pas l'urgence, je pense aussi, ils sont dans une urgence de survie, et pas du tout dans... La réduction des risques est accessoire, et du coup, quand ils viennent chez nous, ils prennent des seringues, effectivement. Ils veulent beaucoup être mis sous traitement des hépatites, ce qui est la plupart du temps impossible parce qu'ils n'ont pas de domicile, donc les conditions à remplir pour pouvoir suivre un traitement qui dure 6 mois ou 1 an, parce qu'ils sont beaucoup contaminés par l'hépatite B et l'hépatite delta, c'est pas possible de le faire, quand bien même nous on garderait le produit dans notre frigo, ils peuvent pas gérer le syndrome grippal, et puis ils sont réexpulsés, et voilà, il y a des ruptures tout le temps. Alors avec la police, c'est très difficile. C'est très difficile de travailler, on ne peut pas travailler ensemble. Bon, il se trouve que par ailleurs, je suis déléguée régionale de Médecins du Monde, donc j'ai des relations avec la préfecture, pas toujours des plus cordiales, on va dire, mais en tout cas toujours très polies, mais pas toujours très cordiales. Mais on ne peut pas, parce qu'on travaille dans des logiques très différentes. Enfin, je ne peux que respecter le travail de la police, mais on n'a pas les mêmes objectifs, clairement. Et ça s'oppose. Là, ça s'oppose très clairement. Voilà, pour vous parler de cette situation, mais si vous avez des suggestions, on est prêt à essayer. Enfin, on a déjà essayé beaucoup de choses qui chaque fois sont plutôt... qui arrivent à un échec. La seule chose qu'on réussit à faire, quand même, c'est qu'ils sont présents, c'est qu'ils viennent. Alors, nous avions, nous aussi, un projet de salle de consommation à Bordeaux, et on pensait que pour ce public-là, ce serait extrêmement pertinent, compte tenu de leurs conditions de vie, mais nous verrons plus tard. Nous, en fait, sur nos dispositifs, parce qu'on travaille à la fois sur Kourou et sur Saint-Laurent, on peut utiliser les relais communautaires. C'est-à-dire qu'on a une communauté thérapeutique pour femmes et enfants, et on pratique un peu ce qu'on appelle les maraudes. Et ce n'est pas forcément les professionnels qui font les maraudes, ce sont justement les femmes qui sont en soins, en demande de soins, qui continuent à consommer aussi, et qui, elles, vont dans les quartiers, elles font les annonces, effectivement, sur les radios, puisqu'on a affaire aussi à une population, ce qu'on appelle les bouchiningués, donc du coup, on a aussi le problème de langue. Hein. Donc on essaie en tout cas d'introduire ce qu'on appelle un relais communautaire, y compris du côté des Amérindiens, où du coup, c'est eux qui sont l'interface entre nous et leur communauté. Encore faut-il trouver un relais communautaire, mais du coup, qui bénéficie d'une formation, qui bénéficie, quand on dit formation, autour de la prévention, de la réduction des risques, et qui peuvent être un témoin au sein même de leur communauté. Donc c'est vrai qu'on utilise en tout cas ce principe-là, qui peut très bien fonctionner. Oui, est-ce que ce sont des personnes qui sont en situation irrégulière ? Alors, non, ce ne sont pas des personnes en situation irrégulière. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du CARUD,
quand on voit nos missions, c'est vrai que nous, on fixe des priorités. C'est vrai qu'on sait qu'on a une réduction des risques à double vitesse, y compris pour les ressortissants de la Guyane française et pour ceux qui sont étrangers. On sait que l'approche est de fait différente et l'accès au droit est aussi différent. Donc on fixe des priorités où la première chose que l'on fait, c'est l'ouverture de droit au niveau de la santé. Et ça, au niveau de 2 équipes, c'est incontournable. Alors c'est vrai qu'on se confronte à... Parce que pour l'ouverture de droit, ne serait-ce pour l'AME, on a des possibilités de défense, ce qui n'est pas évident, parce qu'à partir du moment où ils accèdent à nos structures, et qui sont suivis, on a la possibilité de négocier, mais ça c'est très compliqué, auprès de la sécurité sociale, parce que Comed nous a donné quand même des outils. Auprès de la sécurité sociale, c'est ce que nous, on peut fournir une attestation comme quoi ils sont bien suivis, sous tel et tel nom, et à partir de là, des ouvertures de droit peuvent se faire. Donc on accède déjà au niveau de la santé. Donc ça veut dire qu'ils peuvent avoir des traitements, puisque nous, on a beaucoup de cas de tuberculose. Donc pour nous, c'est le premier droit fondamental. Ça, c'est vrai qu'on n'y écope pas, on n'a pas le choix, on se concentre stricto sensus, et ensuite, petit à petit, on va progressivement. Voilà. Après, c'est sûr que pour la régularisation, on est sur d'autres niveaux, il ne faut pas rêver, on est sur des... Oui, mais je crois que vous avez raison. Le problème dans notre cas précis, c'est que c'est la clandestinité, ce qui nous renvoie à la loi de 70, parce qu'ils sont clandestins au regard de l'immigration, ils sont clandestins au regard de la loi de 70, et ça fait beaucoup. Par exemple, pour faire émerger quelqu'un là-dedans, qui accepte d'être un leader vis-à-vis de ses pairs, c'est très compliqué. Il y avait une intervention derrière. Merci, je m'appelle Vincent Trias, je travaille pour Esther au Vietnam depuis plusieurs années. J'ai été assez impressionné en vous entendant parler, d'abord pour le travail que vous faites et puis ensuite pour les difficultés auxquelles vous avez à faire face. Et puis je m'étais dit, voilà, en vous écoutant parler, je m'étais dit, si le même travail avait été à faire dans un pays que je connais, en Asie en l'occurrence, le travail au départ aurait été un travail communautaire. Alors justement, madame, je ne connais pas votre nom, mais vous venez juste d'intervenir en soulignant l'importance de travailler avec la communauté. Voilà, donc je m'étais dit, ça serait un travail communautaire. Et ensuite, j'ai cherché, en entendant ce que vous parliez de votre expérience et des difficultés, j'essayais de voir quelle est la communauté. J'ai eu l'impression qu'il n'y a pas de communauté en France, parce que vous parlez de la police, vous parlez des professionnels de santé, comme si aujourd'hui il n'y avait plus de lien entre tous les professionnels auxquels vous avez pas à faire face, mais enfin avec lesquels vous travaillez. Donc je ne sais pas si c'est une très très grande difficulté parce que il n'y a plus de lien, ou alors, donc c'est une question que je vous adresse, y a-t-il toujours du lien entre les différents secteurs professionnels de telle sorte qu'il soit possible à un moment donné de considérer tous ces corps professionnels comme une communauté, avec les bénéficiaires eux-mêmes inclus dans la communauté? Voilà, c'est une question. Merci. Au niveau des professionnels de santé, il y a une communauté, je pense qu'il n'y a pas de souci autour de ça. Effectivement, le problème, c'est cette situation de clandestinité au regard de la loi qui fait qu'on ne peut pas travailler facilement avec la police. Il se trouve que pour le reste du CARUD, par exemple, ça fonctionne sans trop de difficultés. Je dirais même que les services de police proches de notre localisation sont extrêmement ouverts à ce qu'on fait, et ça nous arrive d'avoir besoin d'avoir recours à eux, et inversement. Et il n'y a pas de souci autour de ça. Je pense que la particularité, c'est que c'est la communauté des usagers bulgares qui est une communauté, parce que ce sont des gens qui se regroupent et qui vivent entre eux, mais qui est contrainte par et la clandestinité au niveau de l'immigration et la clandestinité au niveau de la loi de 70, et on peut le dire entre nous, ça ne sera pas répété, mais ils sont obligés de développer une économie parallèle. C'est pour dire ça joliment. Donc, pour la police, c'est compliqué tout ça, parce qu'il y a forcément, il se passe, comme ils n'ont pas de droit, il faut bien qu'ils mangent un peu, ils mangent plutôt très mal, mais du coup, ils ont des activités rémunératrices non officielles, on peut dire ça comme ça, qui n'est pas approuvée par la police. Donc, c'est compliqué. Enfin, tout ça s'intrique. Et on avait essayé de travailler pour faire émerger des personnes, des pairs,
Mais c'était pas très simple parce qu'il y a des systèmes mafieux, on peut dire. Donc en fait, on ne savait pas si on n'était pas manipulé par d'autres choses, d'autres contraintes autour de ça. C'est pareil pour l'interprétariat. On a fait appel qu'à des interprètes assermentés pour ne pas que tout soit public finalement au sein de leur communauté. Enfin voilà, donc c'est un travail. Après c'est très intéressant, hein. On se fait des nœuds à la tête toutes les semaines sur ce qu'on va faire, pouvoir faire, essayer d'inventer pour améliorer la situation. Mais il y a actuellement beaucoup d'obstacles. D'où la nécessité de développer des projets adaptés aux besoins des personnes. Voilà, on arrive à la fin de notre atelier. Je tenais vraiment à remercier... Ah, pardon. Je n'avais pas vu. Excusez-moi. Juste une petite interaction par rapport à ce que dit monsieur sur la question communautaire. Je pense surtout le travail avec les usagers, avec une approche communautaire, je pense qu'il impose de grandes difficultés. La première, elle est relative même aux structures qui s'imprègnent ou qui adoptent cette approche, dans la mesure où vraiment la question de la représentativité de la communauté au sein même de cette structure, ou à quelle mesure cette structure elle représente la communauté. Donc, quelque part, il y a une nuance à prendre en compte. D'autant plus que, même ces structures, il y a toujours cette tendance un petit peu à l'institutionnalisation, à la recherche de perfectionnement dans l'intervention. Il y a une forme une recherche de plus de professionnalisme. Ce qui fait que cette recherche de professionnalisme, il diminue un petit peu cette dimension de communautaire et de représentativité de l'institution de la communauté. Un autre point qui est, à mon avis, très, très, très important dans ce sens-là, c'est que ces projets à base communautaire, normalement, sont liés dans leur globalité, surtout au niveau du Sud, liés des programmes de coopération internationale, des financements étrangers. Ce qui fait que même s'il y a des associations qui ont initié un petit peu cette mobilisation communautaire, elle est plus ou moins elle est condamnée, tant qu'il n'y a pas une visibilité, une forme de durabilité même de ce financement. Et merci beaucoup. Merci. Il y a encore une intervention, ce sera la dernière. Oui, Thierry Briand, je suis médecin dans un XAPA en Haute-Picardie qui est en train de faire sa mutation d'alcool à généraliste. Et pour ce faire, on s'appuie beaucoup sur la parole des usagers parce que je pense que c'est quelque chose de très important. Je pense que ce que les usagers nous apportent et nous apprennent, ça peut des fois être aussi, sinon plus important que ce que la science elle-même nous enseigne. Alors à ce titre-là, j'ai bu tout ce que j'ai entendu tout à l'heure, surtout au début de vos exposés entre les témoignages de Marie et d'Aurore. Je voudrais féliciter très chaleureusement Aurore du courage qu'elle a eu de venir ici. Et je pense que la salle devrait l'applaudir très fort. Merci Aurore, merci Marie, Olivier, Véronique et à tous d'avoir participé. Voilà, bonne fin de journée.